Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça part en science. C'est le tout premier épisode de la saison 2 et je suis très ravi qu'il y ait beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'auditrices qui nous écoutent, qui nous envoient des messages, qui nous donnent de la force et nous sommes très joyeux de lire chaque fois vos messages. Merci beaucoup. Un petit rappel avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas, c'est ça vraiment qui nous donne de la force, c'est ça qui nous permet d'inviter plus de personnes pour vulgariser la science. Ça donne aussi du courage à celles et ceux qui viennent parler de leur projet de recherche avec nous. À l'occasion de la journée des femmes en recherche, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vérifier un peu dans votre calendrier. Nous, dans Ça part en science, nous avons eu envie de prendre un bout de temps, un temps pour réfléchir, mais surtout un temps aussi pour mettre en lumière celles qui contribuent à faire avancer la science. Elles sont parfois visibles, mais parfois elles sont beaucoup moins visibles. Pour en discuter aujourd'hui, je reçois Marcia Régis ou Régis Marcia, c'est comme vous le voulez. Elle est doctorante en biologie cellulaire et moléculaire avec qui nous allons aborder la place des femmes dans le milieu de la recherche scientifique. Bonjour Régis. Bonjour Fiac. Merci de m'accueillir dans le micro de Ça part en science. C'est un plaisir pour moi également d'être avec vous dans cette édition. Super. Cet épisode s'adresse autant aux étudiantes qu'aux étudiants, aux personnes aussi qui sont curieuses de comprendre comment la diversité influence non seulement la science qui est produite dans nos universités. Restez avec nous, que ces questions soient familières avec vous. N'hésitez pas. Prenez du temps pour l'écouter. Je pense que la moyenne de nos épisodes est autour de 15-20 minutes, donc ça se fait très bien. Avant d'aller un peu plus en profondeur sur le sujet en rapport avec les femmes en recherche, nous allons parler de ton parcours académique si tu veux bien. Alors, je pourrais dire que mon parcours académique, donc ça a été une véritable aventure qui s'est déroulée entre 3 pays. Tout d'abord, tout a commencé en 2017 en Haïti parce que je suis d'origine haïtienne. Donc, c'est là que j'ai eu mon baccalauréat. Je crois bien qu'on dit ici diplôme d'études secondaires. Donc, c'est là que j'ai eu. Suite à ça, j'ai entamé des études en médecine à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Mais en 2018, j'ai eu la possibilité de partir pour le Maroc. J'ai continué là-bas, toujours avec cet engagement envers la santé. Donc, mais cette fois-ci, j'ai essayé de le faire sur l'angle de la recherche scientifique. Okay. Donc, j'ai entamé avec une licence en sciences de la vie et un master ou une maîtrise en biologie et santé et à l'Université Hassan II de Casablanca. Et après mon diplôme donc de maîtrise, donc j'ai consolidé mon expérience en milieu hospitalier au niveau du centre hospitalier universitaire de Marrakech où j'ai fait des stages en biochimie, en immunologie. Et en 2024, donc j'ai eu de la chance d'obtenir une proposition de doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières en biologie cellulaire et moléculaire. Et je suis là depuis 2024 où je poursuis mon engagement envers, disons, l'innovation de la santé, apporter ma pierre à l'édifice, si je peux dire comme ça. Je peux te dire aussi, c'est un aspect qui n'est pas forcément mis de l'avant. L'Université du Québec à Trois-Rivières a aussi une grande chance de t'avoir. C'est très important de le souligner parce qu'en réalité, ce sont les étudiants et les étudiantes qui font de la recherche qui contribuent quand même dans une bonne mesure à faire évoluer la connaissance scientifique. C'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais beaucoup de recherches quand même mettent de l'avant la place de la relève scientifique dans la production scientifique et c'est un sujet qui me parle beaucoup. Mais écoute Marcia, il y a un exercice qui est presque obligatoire pour toutes et tous ceux qui font de la recherche et qui viennent justement dans notre studio ici à Ça part en science. Je rappelle que nous sommes accueillis par le studio La Forge de l'Université du Québec à Trois-Rivières et merci à tous ceux qui travaillent ici aussi qui nous donnent cette force-là de venir contribuer à vulgariser la science. Donc, cet exercice dont je parle, c'est justement de la vulgarisation. Tu vas nous dire en quelques mots ton sujet de recherche, sur quoi tu fais tes travaux actuellement et quelles sont les perspectives pour toi à court terme. Je suis encadrée par la professeure Isabelle Desgagnés-Pénix et du professeur Simon Ricard. Okay. En gros, mon projet s'attaque à un défi majeur de la santé, qui sont les virus ARN. Plus précisément, je travaille avec le virus de la dengue. Donc, on pourrait dire que le virus de la dengue, c'est un problème lointain. Mais malheureusement, avec le réchauffement climatique, donc nous avons les zones à risque qui s'étendent. Parce qu'il faut savoir que le virus, c'est un virus qui se transmet par les moustiques. Et vu l'augmentation de la température de la Terre, donc du coup, ça étend la zone pour que ces moustiques puissent se proliférer. Donc du coup, on a ce risque-là qui s'étend dans des pays qui avant n'avaient pas encore entendu parler de la dengue. Et le problème qui se passe avec cette maladie, c'est qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour le virus. Donc les médicaments qui sont là, c'est juste
uniquement pour calmer les symptômes, la fièvre. Il n'y a pas de médicament qui cible spécifiquement le virus. Il n'y a pas un traitement curatif. Non, il n'y a pas un traitement curatif pour cette maladie. Donc, du coup, pour répondre à ce manque, donc dans mon projet, dans notre laboratoire, c'est un laboratoire qui utilise beaucoup la nature, dans le sens on aime beaucoup les plantes dans ce laboratoire, parce que ce sont une petite parenthèse, donc ce sont des êtres qui nous offrent beaucoup d'alternatives en tout ce qui a trait avec les médicaments. Donc du coup, nous, on a fait ce choix de se tourner vers la nature pour qu'on puisse essayer de trouver comment on peut pallier à ce problème-là. Et pour cela, donc on a une famille de plantes qu'on s'intéresse vraiment dans notre laboratoire, c'est la famille des plantes des Amaryllidacées. Et on a eu des métabolites de ces plantes-là qui ont montré, dans des études qui ont été faites in vitro, qui ont pu diminuer la réplication de ce virus-là. Mais par contre, on sait que ces alcaloïdes-là, ce sont les alcaloïdes, donc les métabolites en question, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça. Donc ici, mon projet, c'est de savoir comment est-ce que cet alcaloïde a fait, c'est quoi le mécanisme qui est utilisé ici. Donc, en gros, c'est ça. Et après, donc du coup, je veux dire que pour mon projet, il y a 3 objectifs. Tout d'abord, j'ai un défi chimique que je dois faire parce que l'un des alcaloïdes que je vais utiliser, qui est la chiryline, c'est un alcaloïde qui est très rare chez la plante, donc chez les plantes de cette famille d'Amaryllidacées. Donc du coup, le défi ici, c'est de synthétiser cet alcaloïde-là au niveau du laboratoire. Donc ça, c'est le premier défi, afin que je puisse avoir cet alcaloïde en quantité suffisante pour continuer avec les tests biologiques. Et ensuite, il s'agira ici d'identifier les cibles, donc c'est-à-dire d'aller voir qu'est-ce qui permet à ces alcaloïdes de faire son activité antivirale. Donc, c'est de comprendre est-ce que c'est le virus que cet alcaloïde cible directement, ou bien est-ce que c'est nos cellules à nous, parce que les virus, ils ont besoin de nos cellules pour vivre. Donc, du coup, est-ce que c'est nos cellules qui fournissent de quoi à ces virus-là, pour vivre. Donc, moi, c'est de comprendre comment ça se fait. On a une piscine et du coup, dedans, on va pêcher pour voir c'est quoi. Donc, du coup, toi, tu as ton hameçon et tu vas voir c'est quoi que tu vas pêcher. Et du coup, si tu mets la main sur quelque chose, tu vas dire, ah, OK, donc c'est ça que mon virus a besoin. Okay. Et de là, maintenant, on va pouvoir dire que, OK, cet alcaloïde-là arrive à cibler telle chose qui est importante pour la réplication du virus. Donc, du coup, on pourrait baser un médicament. Donc, on pourrait l'utiliser après pour mettre en place un traitement médicamenteux spécifique pour la dengue. C'est ça. Ben, pour ceux qui ne savent pas trop aussi, la dengue, c'est vraiment différent du paludisme parce que tantôt, Marcia parlait de moustiques. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas du tout le paludisme. Non. Et dans les perspectives, avec tout ce qui est changement climatique, il se pourrait qu'à long terme, ça puisse atteindre des zones Exactement. où ce n'était pas du tout présent. Mais c'est super. Moi, je trouve que c'est très passionnant. Est-ce que tu aimes ça? Ben oui! ben oui. Surtout, mention spéciale, genre pour mon laboratoire. C'est un environnement que j'adore évoluer. Tout le monde qui est là, que ce soit les collègues au laboratoire, que ce soit les associés de recherche, ils sont toujours là pour aider, ils sont toujours là pour te donner, en fait, pour te mettre, on va pas te donner les réponses parce que c'est sûr que personne ne le sait, parce que sinon, pourquoi venir faire un doctorat? Mais du coup, tu as toujours quelqu'un qui est là pour t'aider. Donc, du coup, ça crée un environnement qui te donne envie de faire la science. Okay, maintenant qu'on comprend aussi mieux ce sur quoi tu travailles, il y a une question qui nous revient aussi dans nos chats, dans nos discussions. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient partager leur projet de recherche, surtout dans le thème du recrutement de participants vivants. C'est une demande qui a été reçue plusieurs fois au niveau de Sa part en sciences. Donc, si vous avez des recrutements à faire et vous avez besoin de canaux de diffusion, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour amplifier votre impact dans la diffusion, dans la recherche de vos participants, pour faciliter le recrutement pour votre échantillon. Ça, c'était une parenthèse. On revient maintenant à la première idée, les femmes en recherche. Bien sûr. Ce que moi, j'ai pu lire, c'est qu'on observe que certaines étapes du parcours scientifique sont perçues parfois plus exigeantes ou plus sélectives que d'autres. Donc, selon ton expérience à toi, à quel moment du parcours scientifique le besoin de faire des preuves devient-il plus marquant pour toi spécifiquement? Je pourrais dire qu'en science, la gestion des expériences en laboratoire demande une rigueur qui est absolue. Donc, il n'existe
parfois une pression invisible, je peux dire, pour les femmes en général, de ne pas avoir droit à l'échec ou bien à l'erreur, genre pour ne pas confirmer certains préjugés qu'on puisse avoir sur les femmes. Toutefois, comme je le disais tantôt, donc j'ai eu de la chance d'évoluer dans un environnement qui met avant genre l'humain, donc que ce soit le genre, que ce soit étudiants internationaux, pas. Donc, ce cadre-là permet de mettre en avant la science. Donc, c'est un cadre qui est inclusif, qui te permet, genre, qui me permet, moi, de me concentrer, genre, sur ce qui est essentiel. Donc, je viens ici, je fais ma recherche, je fais mes expériences au laboratoire. Parfois, ça fonctionne pas. Tu vas passer 1 semaine, 2 semaines sur des expériences et ça donne pas. Je sens pas cette pression, donc, de dire, je vais faire mes preuves en tant que femme. Non. Je sais qu'il peut avoir ça dans d'autres environnement, mais moi personnellement, je sens pas cette pression de dire je dois faire mes preuves en tant que femme. Je dois faire mes preuves en tant que scientifique. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, mais pas en tant que femme. Tu parles de stéréotypes. Nous, une valeur qu'on défend, quelle que soit l'expression du genre, toute personne a la capacité de contribuer à l'évolution de la science. C'est exactement ça. Super. Je vais revenir sur des données au Canada qui montrent quand même que les femmes représentent une proportion importante des doctorantes. Mais elles demeurent moins nombreuses dans les postes de leadership scientifique, que ce soit comme professeur titulaire de chaire ou responsable de centre de recherche. Ce sont des données de Statistique Canada. Mais toi, de ton point de vue, comment pourrais-tu expliquer ce décalage entre une forte présence aux étapes avancées de formation comme le doctorat ou le postdoc et cette sous-représentation dans les rôles décisionnels? De mon point de vue, je pourrais dire que ce décalage peut s'expliquer par le fait que le milieu académique valorise une productivité constante donc, et ultra rapide. Donc, et parfois pour nous, les femmes, donc, cette période où on doit, par exemple, se performer pour obtenir un poste ou bien pour passer à des cadres supérieurs. Parfois, ces périodes-là coïncident à des étapes personnelles de la vie, par exemple la naissance d'un enfant. On a un système qui est encore rigide par rapport à cela. Genre, c'est comme s'il y a un concept, il y a un modèle qui doit être linéaire. Pas d'interruption, pas de coupure, pas de pause. Sinon, tu rates quelque chose, ce qui n'est pas forcément vrai. Si tu prends une pause parce que à cause de congé maternité, si tu prends une pause, même une journée, parce qu'il y a certaines femmes qui ont des douleurs menstruelles qui sont atroces et qui n'arrivent même pas à se mettre debout, genre quand c'est sa jeune journée. Parfois, donc on prend que ça comme un manque de sérieux ou bien encore comme si la personne n'est pas disponible pour faire son travail, ce qui n'est pas vrai pour moi, parce que certaines fois aussi, on peut dire que oui, on va être au labo tout le temps, on va charbonner 7 jours sur 7, on va travailler. Mais parfois, il faut prendre du recul par rapport à ce que tu fais pour venir un peu pour te mettre la pause, qu'elle soit imposée ou pas, à un moment donné, en tant que scientifique, tu as besoin de ça. D'où les années sabbatiques que parfois des professeurs prennent. Exactement. Pour différencier, pour changer un peu d'environnement. C'est ça. Aussi changer leur mode de vie, leur style de vie, de 7 à 7 parfois pour certains ou de 8 à 8 pour d'autres, et de rester toute la journée au laboratoire. Mais moi, je veux parler quand même de l'environnement, parce que je pense que l'environnement est essentiel pour ce bien-être-là. Est-ce qu'il y a des éléments institutionnels, par exemple, au-delà de ce caractère linéaire dont tu viens de parler pour les femmes et qui pourrait les empêcher de faire autre chose que la recherche? Est-ce qu'il y aurait des facteurs qui seraient peut-être culturels, socioculturels, qui pourraient influencer également ce décalage-là qu'il y a entre le nombre de femmes étudiantes au doctorat et les grandes responsabilités? En fait, je pourrais dire, genre, du point de vue socioculturel, il y a encore des stéréotypes persistants sur le leadership. Genre, inconsciemment, on associe souvent la figure de l'expert ou bien du décideur à des traits masculins, si je peux dire ça. Donc, parfois, cela va invoquer chez certaines femmes le syndrome de l'imposteur. Certaines femmes vont se dire « Ah, ok, je ne vais pas postuler à ce poste-là parce que je ne suis pas le profil qu'on attend. Il manque quelque chose. » Donc, du coup, la personne se dit « Je ne suis pas capable, juste je suis une femme, donc
on va pas me choisir si j'apporte mon CV pour ce poste-là. Et il y a aussi le poids des attentes sociales. Donc, comme je dis, on attend souvent encore pour que les femmes, elles soient des piliers de la sphère privée. Donc, du coup, c'est les femmes qui font gestion de la maison, soins pour les enfants. On s'attend encore un peu inconsciemment, à ce que les femmes puissent rester uniquement dans ce cadre-là. Qui est traditionnel. Qui est traditionnel, si je peux dire. Donc, anciennement traditionnel. Oui. C'est pourquoi je le dis inconsciemment pour certaines personnes. Donc, du coup, c'est comme si les femmes ont une double journée de travail. C'est-à-dire, pour celles qui sont, que ce soit au labo, que ce soit dans le milieu de la science ou autre milieu, c'est comme si la personne a son milieu professionnel, mais une fois à la maison, c'est la personne encore qui doit gérer ça. Donc, ce qui rajoute encore une charge sur tout ce que la personne doit faire. Moi, j'aimerais te poser la question de savoir quels sont les mythes ou idées reçues qui persistent encore lorsqu'on parle de femmes dans le milieu de la recherche. Il y a des mythes que les femmes sont moins performantes que les hommes. Ça, c'est sûr qu'on peut trouver des gens. Ça, c'est un mythe. Oui, moi, j'ai des collègues du labo qui sont très, 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 très performantes et qui m'ont aidé à être au niveau où je suis actuellement. Donc, je salue aussi toutes mes collègues du labo. Mais c'est ça. Et aussi, parfois, on dit qu'il y a l'absence d'ambition que les femmes n'ont. S'il y a une chose qu'il y a à faire, les femmes n'ont pas vraiment la vision de voir ce qui est après. Parce que c'est beaucoup de mythes. C'est ça. Ou encore que très impulsive, généralement, qu'on ne prend pas le temps pour connaître un truc, on agit vite. Et il y a plein de choses que je pourrais ajouter, mais comme j'ai dit, qui sont forcément, qui sont des mythes et qui ne s'appliquent pas. Et généralement, moi, ce que j'ai dit, c'est l'humain d'abord. Oui. Tout ce que tu peux retrouver, je dis tout ce que je mets entre guillemets, mais des caractères que tu peux avoir chez une femme, tu peux l'avoir aussi chez l'homme. Juste, ça va dépendre de l'environnement où la personne va évoluer. Parce que l'environnement où tu es, ça va permettre de développer chez toi des caractères, développer chez toi des réactions que tu pourrais avoir en fonction de la collaboration que tu as avec tes collègues ou bien avec l'institution où tu évolues. C'est des mythes. Oui, il y a beaucoup de mythes sur ce sujet. J'ai envie de passer sur un élément dont on a parlé en off, les modèles féminins en recherche. Il y a des modèles féminins en recherche qui montrent un peu la route à toutes celles qui viennent pour qu'elles puissent s'épanouir aussi en faisant de la recherche, parce que des gens ont pris par là, des femmes ont traversé cette étape et sont arrivées à des postes de responsabilité, et c'est à elles de montrer aussi aux autres que tiens, ce n'est pas un chemin inaccessible, c'est un chemin possible. Est-ce que tu as des modèles féminins? Je dirais déjà, mon premier modèle féminin, c'est ma mère. Ah. Beaucoup d'hommes auraient répondu cette question. Non, je dirais c'est ma mère. Je prends dans un cadre extérieur à la science, dans le sens que quand tu as quelque chose à faire, qui va être derrière toi, qui va te soutenir. Généralement, ma maman, elle me dit toujours, c'est ta vie. Il n'y a personne autre que toi qui sait plus ce que tu as besoin. Donc, prends ton temps. Donc, c'est ta vie. Moi, je suis là. Je t'accompagnerai toujours. Je te soutiendrai toujours. Donc, je dirais que ça, pour moi, c'est un modèle. Un modèle de femme qui soutient la femme, de femme qui n'est pas dans le jugement, qui est là. Donc, je dirais ma mère. Et mes sœurs aussi, parce que je suis la dernière de ma famille. Wow. Mais du coup, j'ai mes deux sœurs qui sont toujours là, au background, en me disant, voilà, tu veux faire ça? Ben oui, vas-y, fonce. Je viens, je leur présente le projet, je dis, voilà, j'aimerais faire ça. Ils me disent, ouais, vas-y, lance-toi. J'ai une question pour toi aussi rapidement. Est-ce que tu parles de tes projets de recherche à tes sœurs, à ta oui. mère? Ah, c'est bien. Je leur parle, je leur fais des présentations en créole, genre ma langue natale, pour leur expliquer voilà ce que je fais. C'est très bien. Au début, c'était même pas moi qui avait proposé ça. C'était elles qui sont venues. Mais Marcia, vas-y, parle-moi de ce que tu fais. C'est quoi ton projet? Du coup, moi, j'étais là. Je suis dit, OK, donc je vais vous expliquer mon projet en créole. J'ai fait un Zoom, ma maman, mon frère, mes deux sœurs. Super. Et du coup, je parlais de mon projet. Donc, du coup, ça, c'est mon côté un peu familial.
j'élargis un peu le cadre, j'ai dit des amis. J'ai des amis qui sont extraordinaires, des amis que j'avais en Haïti, des amis que j'ai rencontrés au Maroc, des amis que j'ai rencontrés ici. Donc, m'ont toujours soutenu dans mon parcours académique. J'ai eu des femmes qui sont extraordinaires, que ce soit au Maroc. Donc, j'ai eu la responsable de mon master qui elle fonçait, elle disait oui, si tu veux faire un truc, quand tu finis, si tu veux faire une maîtrise, une deuxième maîtrise, fais une deuxième maîtrise. Si tu veux faire de la recherche, fais de la recherche. Si tu veux aller travailler en milieu hospitalier, va travailler. Donc, ne te sens pas limité. Et donc, du coup, des mots comme ça, ce sont des mots qui m'ont poussé à dire, OK, vas-y, ne lâche pas. Ne lâche pas. Et aussi, pour arriver ici, dans mon laboratoire, il y a une associée de recherche. Je me permets de citer son nom. Tu vas taire son nom. Ah, ben, c'est pour toi. Non, je me permets de citer son nom. C'est professeur Natacha Mirindol. Donc, c'est l'associée de recherche qu'on a au niveau du laboratoire. Et cette femme-là, elle m'inspire. Je lui dis jamais, je pense qu'elle va entendre ici. Elle m'inspire beaucoup. C'est un beau témoignage. Donc, elle m'inspire beaucoup. C'est un genre de femme qui est là, qui est au labo. Elle vient, elle prend son temps, elle explique, elle prend ton temps. Elle prend son temps, elle explique si tu n'as pas compris. Elle prend son temps, elle dit voilà ce que tu vas faire pour te mettre les idées claires. Et c'est un genre de femme qui, à côté, fait du sport. Donc, c'est pour montrer qu'il n'y a pas un schéma classique pour quelqu'un qui est dans la science. Mon encadrante, elle aussi, elle fait plein de choses. Donc, tu vois, elle publie, tu vois, elle est reconnue, elle est responsable, elle a un chaire de recherche du Canada. Donc, ce sont des femmes qui m'inspirent. Genre, quand je suis chez moi et que je vois que ça ne donne pas les résultats et j'ai les larmes qui montent. Et après, je dis non, tu ne vas pas lâcher parce que tu as des modèles. Il y a des gens qui croient en toi et ces gens-là sont des modèles. Tu peux rien faire. Et je peux dire que oui, c'est des femmes, mais je peux inclure aussi des hommes parce qu'il y a des hommes qui, dans mon entourage, qui ont été pour moi genre des stimulants qui m'ont boosté tout au long de ça. Donc, mention spéciale à eux. Mention spéciale à toutes ces personnes qui motivent sans le dire et qui sont des modèles pour ces personnes qui essaient de se trouver un chemin dans Exactement. ce milieu de la recherche scientifique qui, j'avoue, n'est pas très facile. C'est ça. Nous tendons progressivement vers la fin de cet épisode, mais j'ai une toute dernière question à poser à Marcia avant qu'elle ne nous quitte, qu'elle n'aille vaquer à ses occupations au sous-sol de l'EQTR. À une auditrice qui se demande, une auditrice qui peut-être fait un bac ici ou qui fait de la recherche, et elle se demande, suis-je faite pour la recherche? Que lui conseillerais-tu, Marcia? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Genre, généralement, j'ai des étudiantes qui sont en bachelor qui viennent me voir et disent « Ouais, tu fais un doctorat. Mais maintenant, comment tu sais que tu voulais faire ce doctorat? » Et genre, du coup, généralement, je leur dis que d'abord, il faut voir sa curiosité intellectuelle. Dans le sens où, donc, la recherche, comme je l'ai dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, tu peux être au laboratoire, tu donnes des semaines, tu charbonnes, et ça ne marche pas. Mais si tu es curieuse d'aller savoir, d'aller chercher, d'aller comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, au lieu de juste dire « Ah, ok, non, ça ne fonctionne pas, donc je laisse tomber ». Donc ça, déjà, c'est un bon point que tu peux qualifier de dire « Ah, ok, donc je veux continuer en recherche avec ça ». Et ensuite aussi, je dirais que souvent, on pense que pour faire de la recherche, donc, il faut être une personne solitaire, tu n'as pas de vie sociale, tu n'as pas de vie personnelle, ce qui n'est pas vrai. Tu peux faire de la science et tu t'organises, tu as des amis, tu peux sortir avec tes amis, tu prends un verre, tu peux faire des soirées de jeu avec tes amis, tu peux passer du temps avec ta famille. C'est sûr que parfois, c'est loin avec la distance, mais tu prends du temps, tu les appelles au téléphone, tu passes du temps avec tes amis. Donc, ça aide aussi. Donc, si tu sens que tu peux pallier, tu peux faire l'équilibre entre vie travail, vie professionnelle. Donc, surtout dans le domaine de la recherche, ça aussi, ça aide. Et enfin, je dirais que la recherche a besoin de ta différence. Donc, ne te demande pas si tu es assez bien pour le système qui est là, mais demande-toi plutôt si tu as envie d'apporter ta pièce à l'édifice des connaissances humaines, si je peux dire. Donc, si la réponse est oui, donc tu veux apporter quelque chose, donc oui, lâche pas sans hésiter
Si tu sens que tu as cette fibre-là, vas-y, nourris cette fibre-là et vas-y, lance-toi. Moi, je vais mettre en commentaire un document de National Geographic qui parle des 7 femmes scientifiques qui ont changé le monde. Vous allez découvrir ces femmes scientifiques et c'est un plus à partager avec les personnes étudiantes, leur donner aussi un modèle, des modèles. Et Marcia, moi, je peux t'assurer que tu es aussi un modèle pour ces personnes-là parce que tu as osé faire le pas vers la recherche et c'est une valeur que je partage énormément. Merci beaucoup, Marcia, pour cet échange, pour ton regard nuancé et pour le temps que tu as donné gratuitement à Ça part en sciences pour venir parler d'un sujet qui te tient aussi à cœur. Moi, je le rappelle, il y a aussi plein d'initiatives à l'UQTR. Dernièrement, je suis tombé sur cette initiative, les chercheuses en bande dessinée, qui contribue aussi à rendre la science faite par les femmes très visible. Donc, c'est un élément aussi que nos auditeurs, nos auditrices peuvent suivre. Donc, j'ai une phrase de clôture que je vais lire et vous allez écouter avec plaisir, j'espère. La science est avant tout une belle aventure humaine qui s'enrichit de la diversité des parcours. Aux femmes qui hésitent encore, sachez que votre talent a sa place et que soutenu par une communauté solidaire, nous pouvons accomplir de grandes choses. Osez croire en vos idées et lancez-vous. Donc, c'est sur cette phrase, cette réflexion que se termine cet épisode numéro 1 de la saison 2 de Ça part en sciences. C'était Fiacre et Marcia. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. On se dit à très bientôt. Merci, Marcia. Merci encore, Fiacre, pour l'invitation.